Minasan konnichiwa. Bonjour mesdames et messieurs. Jean-François Graziani de l'Université d'Osaka. Alors, pour commencer, je voudrais d'abord remercier nos interprètes, grâce à qui nous pouvons avoir ce colloque en français et en japonais. Et bien sûr, je voulais aussi... merci. Merci pour eux. Et bien sûr aussi remercier nos intervenantes d'hier pour la richesse de leurs propositions. Alors, pardon, c'est comme vous voulez. Alors oui, évidemment, j'ai la tâche difficile de vous proposer un bilan de la première journée. La tâche est difficile parce qu'il y avait une extrême variété, bien sûr, de perspectives et de commentaires sur la question de l'interculturel. C'est évidemment lié à la nature même, bien sûr, du concept d'interculturalité. Comme l'a dit Madame Zarat, c'est en fait un hyper-concept. Donc, évidemment, la définition de l'interculturel est aussi vaste que la définition de la culture elle-même. D'ailleurs, ça m'a frappé à la fin de la table ronde, à la fin de la journée. Les questions, d'ailleurs, qui ont donné lieu à un débat assez animé, portaient précisément sur la question « qu'est-ce que la culture ?» Et c'est évidemment tout le problème. Donc, pour essayer de vous proposer quelques axes, disons, quelques enseignements qu'on peut tirer de cette première journée, je voudrais commencer par souligner qu'évidemment, la complexité est au cœur de la question de l'interculturel. C'est d'abord une question et une théorie qui ne se laisse pas facilement définir. Donc, de ce point de vue-là, j'aimerais bien reprendre la question de Pierre Martinez, qui nous a demandé, donc, dans sa conférence d'ouverture, quels sont les défis que pose l'éducation interculturelle à l'enseignement des langues. Donc évidemment, il y a un premier aspect qui est de définir la culture et de définir l'interculturel. Donc c'est évidemment très vaste parce que tout simplement pendant très longtemps, on était dans un dispositif où la langue et la culture étaient intégrées à travers l'étude d'une littérature étrangère, mais ce modèle, bien évidemment, a considérablement évolué, puisque d'une part, la recherche en anthropologie, en sciences humaines et en sociologie nous a amené à considérer la culture dans une perspective beaucoup plus large, intégrant donc au-delà de la production artistique et de la littérature, tous les aspects de la vie quotidienne et souvent des habitudes, comment dirais-je, non explicites en fait. Donc par conséquent, il y a eu d'abord une évolution qui relevait donc de la recherche en sciences humaines, et d'autre part, en ce qui concerne le domaine spécifique de l'enseignement des langues, l'approche communicative est désormais actionnelle, bien sûr. Là aussi, nous invite à sortir d'une étude simple des textes pour essayer de nous concentrer sur les interactions en milieu social. Donc, évidemment, on est obligé à ce niveau-là d'intégrer la complexité de la culture dans un sens très large. Alors, justement, dans les interventions que nous avons eues, Madame Zarat nous a bien expliqué, nous a bien montré quelles étaient les difficultés pour évaluer une compétence culturelle. Précisément, l'aspect très large du champ rend très difficile, sa dimension humaine aussi, rend très difficile une évaluation simple d'une compétence. Donc, c'est le deuxième axe que j'aimerais aborder ici. La grosse difficulté que nous avons à l'heure actuelle, c'est de savoir comment intégrer finalement l'éducation interculturelle dans l'enseignement des langues. Pour ça, nous avons eu bien sûr des propositions intéressantes et variées. Monsieur Martinez nous a donné des pistes assez riches pour essayer de penser un champ global de la culture, mais nous en sommes simplement au début. Monsieur Lidicotte nous a fait des propositions aussi pour intégrer dans une perspective donc, cognitive, pour intégrer donc, dans l'enseignement des langues une réflexion sur la culture et développer une conscience interculturelle. Donc dans ce cas, on n'est plus dans la simple transmission de connaissances, mais bien dans l'acquisition d'un savoir-être qui permettrait d'évoluer dans différents cadres et donc constituerait une compétence transversale. Alors évidemment, cette difficulté, à la fois la complexité du concept et cette difficulté à l'intégrer au cours de langue,
explique que les discours institutionnels ont eux-mêmes du mal à fixer des enjeux et à fixer des objectifs. C'est ce que Mme Torikai, par exemple, nous a montré avec l'approche du ministère du gouvernement japonais. En fait, tout le monde voudrait faire de l'interculturel, mais au fond, il y a déjà une grosse difficulté initiale à définir ce que serait cette éducation interculturelle, d'où sans doute le silence ou le défaut de définition qu'on trouve dans les approches institutionnelles. Et là aussi, Mme Zarat nous a rappelé que même le CECR, avec toute son ambition, était encore limité sur les aspects, disons, didactiques et pratiques de l'éducation interculturelle, hein, qu'il avait aussi ses limites. Alors, concernant donc cette difficulté à intégrer la culture dans le cours de langue, Monsieur Michael Kelly, dans sa communication, nous a donné des pistes autour d'une réflexion sur les communautés de pratique, en nous montrant que finalement, on était obligé d'aborder par des communautés les aspects pratiques de cet enseignement et qu'il n'y aurait en quelque sorte pas d'éducation interculturelle valable pour tous les publics, qu'il faudrait en quelque sorte diviser en plusieurs catégories en fonction des objectifs et des enjeux de chaque public. C'est le troisième point que j'aborderai ici. En fait, ce qui m'a frappé dans les différentes communications, c'est au fond la nature éminemment politique de l'éducation interculturelle. Je crois que s'il devait y avoir un fil conducteur dans les différentes interventions, ce serait bien cette dimension politique en fait du concept, puisqu'on a vu à la fois bien sûr que ça touche aux politiques éducatives, bien sûr, mais à la politique au sens très large, y compris dans un sens géostratégique, hein, puisque quand on parle d'éducation interculturelle, on entend aussi bien des interactions simples dans la vie sociale, d'individu à individu, mais aussi au sens très large, un dialogue entre les cultures. On a évoqué plusieurs fois l'idée de compréhension entre les peuples, de promotion de la paix. Et évidemment, le concept dépasse largement les aspects techniques, en fait, d'une simple adaptation individuelle à un nouveau cadre culturel. Donc, on est évidemment dans une question éminemment politique, aussi bien au niveau éducatif que dans un sens très large de transmission des valeurs. Ce sont en tout cas les aspects principaux que j'ai retenus de cette première journée. Et je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Je vais la donner en fait à Monsieur Takeshi Matsuda, qui va nous parler maintenant justement du Japon vu par les Américains. On va continuer donc dans la politique, la géopolitique. Merci.